La Hongrie vient de faire l'impensable. Elle a rompu avec les principes fondateurs de l'Union européenne et, en pleine crise continentale, elle a choisi de s'aligner sur la Chine, la Russie et le bloc des BRICS. Elle ne menace pas de partir. Elle démantèle l'UE de l'intérieur à coups de veto, d'accords parallèles et de silence stratégique. Le pays qui, autrefois, incarnait le succès de l'intégration européenne, tourne désormais le dos à Bruxelles. Il privilégie les rails de la nouvelle route de la soie, le gaz russe à bas prix et les investissements d'un bloc qui défie ouvertement l'ordre occidental. Et ce mouvement, calculé et irréversible, pourrait marquer le début de la plus grande désintégration politique de l'Europe depuis le départ du Royaume-Uni. Éruption. Révélation. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, lance un pavé dans la mare. Emmanuel Macron doit partir sur le champ au nom de l'intérêt supérieur de la nation, confie-t-il en pleine interview. Ce n'est pas un avis, c'est un ultimatum. Et François Bayrou, Premier ministre, explose face à ce séisme politique. Lecornu n'est pas un novice, il sait de quoi il parle. France en crise, dette galopante, institutions affaiblies. Selon lui, chaque jour perdu avec Macron, c'est une défaite pour la France. Sa demande est sans appel. Macron démissionne. C'est la guerre dans la majorité. Et Bayrou, coincé entre loyauté et tempête, vacille. Fouillis total à Matignon. Bayrou, nommé Premier ministre le 13 décembre 2024 après la censure du gouvernement Barnier, souffre déjà d'une impopularité abyssale. 17% d'avis favorables en juin 2025, record historique dans la Ve République. Et voilà Lecornu qui réclame la tête du chef de l'État. Première fois dans l'histoire contemporaine qu'un ministre en activité appelle ouvertement à l'éviction d'un président. Monsieur Mélenchon, merci d'être là. Je fais partie des gens qui ont pu, à un certain moment, vous trouver visionnaire et espérer que la gauche unisse vers la victoire. Mais là, honnêtement, c'est plus possible d'être de gauche et de vous soutenir. Je vous donne quelques exemples parce qu'à LFI, en fait, vous n'avez plus rien de gauche. 1, cette semaine, on a vu des drapeaux, des mollahs dans les manifestations de LFI. 2, vous avez tellement lâché la question de la sécurité que quand il y a une finale de Ligue des Champions, une femme ne peut pas descendre dans la rue sans avoir peur de se faire violer, mais que vous en avez rien à faire. Vous êtes sur d'autres considérations. 3, Monsieur Bompard a comparé la liberté d'expression de l'Union européenne à celle de l'Algérie. Mais qu'est-ce que c'est ? 4, vous parlez d'un antisémitisme résiduel quand une enfant de 12 ans s'est fait violer à coups de sale juive. Écoutez, 5, je termine ma phrase, monsieur Mélenchon. Non, attendez, juste j'ai presque terminé, monsieur Mélenchon. Non, je n'ai pas dit ça et vous le savez aussi bien que je termine ma phrase. Non, vous êtes juste une ancienne candidate de la liste Europe Écologie Les Verts qui trouvait l'occasion de me taper dessus. Parce que quand vous avez été sur cette liste, avec cette magnifique ligne que vous défendez, vous avez diminué par 2 le score de votre liste. Alors s'il vous plaît, ayez au moins la pudeur de ne pas insulter les gens. Est-ce que je peux terminer ma phrase ? Vous avez le droit, madame, mais vous n'avez pas le droit de m'insulter. Je ne vous ai pas insulté, monsieur. Si, vous n'avez fait que ça. Je vous pose une question. Un homme qui est capable de dire une chose comme celle que... Non, vous citez rien, vous inventez. Je ne suis pas un homme, je suis une femme. Vous inventez. Je liste des choses qui sont... Non, mais je termine ma phrase. Non, c'est un débat. Elle finit. Allez-y. Je termine. Vous insultez tous les jours des journalistes sur Twitter. Vous réintégrez un député qui a été condamné pour violences sexuelles, sexistes et sexuelles. Donc, d'abord, vous n'êtes pas féministe. Ensuite, vous n'êtes pas humaniste. Ensuite, vous n'êtes pas universaliste. Et enfin, vous n'êtes même pas républicain. Comment, monsieur Mélenchon, comment osez-vous... Voilà, bravo. Monsieur, non mais comment osez-vous aspirer à représenter le peuple de gauche quand vous n'en avez plus aucune composante? Alors, on a compris. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon... Non, je ne vais pas perdre mon temps. Tout ce que vous avez dit, madame, écoutez-moi bien, tout, sans exception, est un mensonge. Donc je ne perdrai pas une seconde à démonter vos sottises une par une. Vous êtes quelqu'un de parti pris, et vous êtes quelqu'un qui est aligné politiquement, mais vous avez l'hypocrisie de faire semblant. Oui, mais tous les deux, vous êtes de gauche. Donc là, on a deux gauches. Je ne sais pas si madame est de gauche. Parce que quand on agresse les autres avec ce vocabulaire, oui. J'ai agressé monsieur Mélenchon. Vous êtes de gauche, vous autres? Voilà. Non, elle m'a pas agressé. Elle a dit que je m'amusais d'un viol. Elle a dit qu'il y avait des drapeaux des mollahs dans nos manifs. Ouais. Bah, j'ai tout sourcé, mais vous croyez pas au journalisme. Attendez. Jean-Luc, est-ce que là, on est justement en train d'assister à deux gauches irréconciliables, ce qu'avait théorisé Manuel Valls? Si c'était ça l'idée, vous avez... Non, c'est pas monté. Flora dit ce qu'elle veut. Vous savez, je suis autonome, je suis une femme, mais je pense par moi-même.
Oui, mais c'est pas ça qui est en cause. Non, mais comment la gauche... Non, mais vous voyez, donc le fait que je lui réponde, c'est avoir une attitude sexy. Non, donc oui, madame, vous avez raison sur tout. Allez, au suivant. Alors, justement, mais aujourd'hui, comment... Attendez. Monsieur Mélenchon, Comment vous savez, j'étais sur la liste à Europe Écologie Les Verts. Monsieur Mélenchon. Mais oui. Vous acceptez de débattre avec la droite, mais vous acceptez pas de débattre avec vous vos voisins. Vous n'êtes pas la gauche. Éruption. Révélation. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, lance un pavé dans la mare. Emmanuel Macron doit partir sur le champ au nom de l'intérêt supérieur de la nation, confie-t-il en pleine interview. Ce n'est pas un avis, c'est un ultimatum. Et François Bayrou, Premier ministre, explose face à ce séisme politique. Lecornu n'est pas un novice, il sait de quoi il parle. France en crise, dette galopante, institutions affaiblies. Selon lui, chaque jour perdu avec Macron, c'est une défaite pour la France. Sa demande est sans appel. Macron démissionne. C'est la guerre dans la majorité. Et Bayrou, coincé entre loyauté et tempête, vacille. Fouillis total à Matignon. Bayrou, nommé Premier ministre le 13 décembre 2024 après la censure du gouvernement Barnier, souffre déjà d'une impopularité abyssale. 17% d'avis favorables en juin 2025, record historique dans la Ve République. Et voilà Lecornu qui réclame la tête du chef de l'État. Première fois dans l'histoire contemporaine qu'un ministre en activité appelle ouvertement à l'éviction d'un président. Viré pour dire la vérité. Voilà ce qui résume l'affaire Lapix. Anne-Sophie Lapix, présentatrice du 20h de France 2 depuis 8 ans, vient d'être écartée. Officiellement, on parle de renouvellement. Officieusement, c'est une sanction. Une punition déguisée pour avoir fait son métier. Car dans la France de Macron, poser les bonnes questions est devenu un acte de rébellion. On ne lui a jamais pardonné ses interviews incisives. Pas de langue de bois, pas de révérence, juste du journalisme. Et c'est précisément ce qui dérange. Trop punchy, trop direct. Le cauchemar des politiques, murmuraient certains dans les couloirs du pouvoir. Et ça, à l'Élysée, c'est un crime. Rappelons une scène. Mars 2020, confinement. Elle interroge Édouard Philippe en direct. Une interview tendue. Si tendue que, selon Le Parisien, le Premier ministre arrache son oreillette, furieux, en quittant le plateau. Pourquoi ? Parce qu'elle osait rappeler que l'État savait dès janvier que les municipales ne pouvaient pas se tenir. Elle posait les questions que tout le pays se posait. Depuis ce jour, les macronistes ont une dent contre elle. Et contre France 2. Mais voilà. Je voudrais revenir sur l'immigration et certains rites de certains Français venus de cette immigration. Un scandale sanitaire est en train de naître dans l'Aisne après le décès d'une fillette de 11 ans, victime de la bactérie E. coli. 26 enfants sont concernés, certains sont dialysés. Les autorités sanitaires ne savent pas encore, j'insiste bien là-dessus, ne savent pas encore d'où provient cette bactérie, mais il est à noter que préventivement 6 boucheries ont été fermées, dont 5 sont des boucheries halal. Le Figaro a fait témoigner des vétérinaires qui avancent le danger accru de l'abattage halal. Sans étourdir l'animal, des liquides provenant de l'œsophage peuvent se déverser sur les parties nobles de la viande. Question directe, Sébastien Chenu, est-ce que vous êtes pour l'interdiction de la viande halal en France ? Non. Donc je pense que chacun a le droit de pratiquer sa religion et donc le fait de consommer halal, moi ne me dérange pas. Donc la question du bien-être animal ne se pose pas ici. Ça, c'est autre chose. Le halal et le bien-être animal, ça va mal ensemble. Oui, non, mais vous savez qu'il y a des techniques d'abattage qui pourraient peut-être être différentes, mais en tous les cas, l'idée même de pouvoir consommer un aliment selon un rite religieux ne me choque pas. Chacun y a le droit et je pense que c'est notre pays qui le permet. Ça, pas de souci. En revanche, le fait que, comme je le vois dans certaines villes du Nord d'ailleurs, moi je suis pas hostile à ce qu'il y ait une boucherie halal dans la ville, etc. Mais quand il n'y a plus que des boucheries halal, évidemment, c'est un déséquilibre manifeste et probablement assez insupportable pour beaucoup. Donc c'est toujours pareil. À quel niveau on met le curseur ? La France est un pays qui a beaucoup assimilé, qui a beaucoup accueilli, qui a beaucoup toléré. Et puis à un moment, vous vous rendez compte que une fois qu'on a dit ça, eh bien, quand la porte a été ouverte, elle n'a jamais été refermée. Même si, voilà, je pense que nos compatriotes de confession musulmane ont ce droit, il faut leur garantir ce droit à cette consommation. Il y a d'autres questions qui se posent, celle de l'hygiène, vous venez de le dire, sur laquelle il faut se pencher manifestement. Je suis devant le palais Brongniart à Paris, où devait avoir lieu un colloque Santé et Humanité international avec de grandes personnalités scientifiques. Il a été censuré. Jean-Marc Sabatier, docteur en biologie cellulaire, vous étiez un des grands invités de
de ce colloque. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs vous présenter pour qu'on vous connaisse mieux, même si vous faites l'objet d'attaques très ciblées parmi tous ceux qui ne veulent pas voir la vérité apparaître? Oui, bonjour Nicolas. Alors moi je suis en fait docteur en biologie cellulaire et en microbiologie. J'ai aussi une habilitation à diriger des recherches en biochimie et je suis directeur de recherche au CNRS en activité et je m'exprime ici en mon nom propre. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a, j'ai avec moi là un grand scientifique qui s'est toujours exprimé après des études sérieuses, qui est au CNRS. Il s'exprime à titre personnel bien sûr. Et pourquoi selon vous ce colloque a été annulé? Je pense que le colloque gêne puisqu'il y avait des grandes personnalités étrangères qui venaient, comme le docteur Malone, il y avait deux prix Nobel aussi, américains, et le docteur Malone est connu pour ses positions justement contre les vaccins ARN messagers, d'ailleurs qu'il a découvert. Et donc je pense que justement la tenue de ce congrès posait des problèmes. C'est un congrès organisé par le professeur Giuseppe Fritto, qui est le président de le WABT, qui est une académie mondiale en fait de santé. Et je pense que c'est la raison en fait justement. Sur quel motif a été annulé ce colloque? Annulé quelques jours avant, il devait avoir lieu le week-end dernier. Oui, tout à fait, oui, je devais y participer. Alors il a été annulé, d'après ce que je sais, parce qu'il craignait des manifestations, donc des dangers sécuritaires ici pour le Palais Brognard. Donc nous sommes dans un pays qui se dit le pays de la liberté, où un colloque international avec les plus grands scientifiques en biologie est interdit tout simplement parce qu'ils vont parler des effets des vaccins ARN messagers. Éric Dupond-Moretti et les procès d'Outreau, l'affaire oubliée. Je voulais absolument vous parler de ça parce que c'est l'occasion d'en remettre toujours une petite à Éric Dupond-Moretti, qui est en plus un collègue maintenant, qui fait de la scène avec son spectacle J'ai dit oui, voilà, où il se met en scène. Bon, toujours plus ou moins fait ça, mais à nous expliquer les coulisses de la politique, des choses. Voilà, il fait des blagues, tu vois, par exemple sur le coffre-fort, tu sais. Le coffre-fort, là, pendant le Covid, lors de la perquisition, c'est ce que racontent d'ailleurs les journalistes d'AV et l'Homme dans le livre Les juges et l'assassin, où il y a eu une perquisition, et en fait, non mais tu vas rire en plus, c'est vraiment un truc démocratique, enfin, on a de la chance d'être en France, tu sais, les journalistes expliquent que, en fait, il y a eu des fuites sur l'arrivée de ces perquisitions, et les ministres en responsabilité qui allaient être perquisitionnés ont été prévenus la veille. Alors ce qu'ils auraient pas dû, voilà, ce qui est complètement scandaleux. Et non mais arrête, tu vas rire. Et Dupond-Moretti, en fait, il a réussi à vider le coffre-fort alors qu'il y avait sûrement des trucs emmerdants. Et pour se foutre de la gueule de la magistrate qui menait tout ça, il a fait poser une plaque dans son bureau, pour se foutre de sa gueule. Ouais. Il est con, Riton. Et du coup, il faisait parce que c'est rigolo. Je veux dire, attends, tu défonces l'état de droit, c'est marrant. Je veux dire, faut arrêter. Et il a posé une plaque, c'est marrant. Et c'est notamment ce qu'il raconte sur scène. Ouais, il raconte des petits souvenirs, tu vois, comment on a pris finalement la démocratie en levrette, tu vois. Et moi, je trouve ça sympa. Il a raison, c'est marrant. C'est marrant. Et donc, il fait le spectacle. Il fait son spectacle, donc c'est chouette, ça fait plaisir. Ouais. Les mecs, c'est que des jaloux. Ils s'en prennent au petit Duhamel. Il est bien comme tout, ce gamin. Il a ses oncles, sa mère à la télé, qu'elle est même patronne de la rédaction. Il a ses cousins, ses cousines. Tout le monde de la télé. Il a même sa cousine au gouvernement, Oudéa, machin, là, qui nage dans le caca de la Seine. Ben alors, c'est son talent, il s'est fait un prénom. Allez vous faire un prénom, vous. C'est pas parce qu'on porte un nom qu'on ne peut pas se faire un prénom. C'est comme à Eindhoven, là. Eindhoven, son père, il a été déjà Eindhoven. Il s'est fait un prénom. Voilà, Raphaël, comme elle chantait, là. Comme Carla Bruni. Raphaël, tu es le R de ma vie, le A du L. Et alors, il s'est fait un prénom. C'est comme Glucksmann. C'est pas parce que son père il était connu, il était à la télé, il faisait la poule comme le philosophe. Et il s'est fait un prénom, Glucksmann. Et alors, il s'est fait un prénom, Glucksmann. Et Bruckner. Il s'est fait un prénom, Bruckner. Alors, empêche-le.
de se faire un prénom. Et BHL, il s'est fait un acronyme, lui. Encore plus fort, tous des jaloux. Un acronyme. Les mecs, ils veulent l'entarter. Ben tiens, vas-y, fais une œuvre comme lui. Tu passes de Lévy à BHL. Et de BHL à Boitule, qui rit quand on le pousse. Et alors, le mec, BHL, il s'est fait un acronyme. C'est pas parce que son père, il a vendu à Pinot sa boîte. C'est pas parce qu'il était riche. C'est parce que comme tous les autres, il était intelligent. Les mecs, ils se font des prénoms et des acronymes. C'est pas du népotisme. C'est pas des dynasties. C'est leur classe, leur talent naturel, leur charisme, leur intelligence, ces gens brillants. Eh ben, ça fait les jaloux. Eh ben, moi, je les soutiens. Bravo, Benjamin Duhamel. Tu es le Benjamin. Tu es le Benjamin de la télévision, le Benjamin de la famille. Et tu iras très loin. C'est comme Léa Salamé. Léa Salamé, pareil. Elle est avec qui déjà? Ah ouais, avec Glucksmann. Mais ça veut rien dire. C'est pas pour ça, hein. C'est pas parce que... non, allez, je m'arrête là, parce qu'après on va dire que... Là, je m'arrête là, va. Allez. Ce que je veux dire par là, c'est que le talent va vers le talent, qu'il n'attend pas le nombre des années. C'est pas parce que tu es fils d'archevêque. Moi, je suis personne, mais je réussis pas parce que j'ai pas de talent, c'est tout. Que si j'étais quelqu'un, même si j'étais personne, je réussirais quand même. Et eux, ils réussissent quand même, parce qu'ils sont quelqu'un et qu'ils ont de la famille, que c'est déjà quelqu'un, et c'est pas personne, vous comprenez? Là, ouais. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Allez, bonne journée.